Salut tout le monde, c'est Jinji. On se retrouve pour la conclusion, mais aussi surtout pour le 5e univers qui s'appelle Razor in the Apple. Voilà, le rasoir dans la pomme. Qui est un univers qui est assez particulier, puisqu'il laisse une porte ouverte à énormément de choses. Bon, je vais vous expliquer. Vous voyez tous les trucs qui concernent des enfants dans les films à ambiance années 80, Stranger Things, It, les E.T., tous les trucs jeunesse, le labyrinthe, vous voyez tous ces trucs-là, vous les mélangez dans un univers, ça vous donne Razor in the Apple. Enfin, je dis vous les mélangez, c'est pas tout à fait vrai, c'est plutôt c'est des portes qui vous amènent à ce genre d'univers et les mécaniques sont communes pour pouvoir faire vivre ça. Et je préviens déjà, j'avais déjà dit que bon, j'avais pas d'affinité avec tout ce qui est Lovecraftien. Encore une chose avec laquelle je n'ai pas d'affinité, c'est les films pour enfants des années 80. L'histoire sans fin, je l'ai vu battu les couilles. C'est fou, d'ailleurs, quand j'y pense. J'ai vu E.T. quand j'avais 9 ans, je crois. J'ai vu l'histoire sans fin, tous les 3 histoires sans fin. J'ai vu E.T. J'ai pas du tout aimé. Mais le mois d'après, j'ai vu Grease avec John Travolta et j'ai kiffé ma race. Et voilà, j'aime des choses. Enfin, Grease c'est quand même un monument et c'est très bien aussi. J'aime bien. Franchement, je trouve que le Grease est un très bon film. Si je vous conseille un film, c'est pas les films des années 80 ou les Stranger Things, ce genre de trucs là, c'est pas ma cam. Mais allez, je vous recommande Grease. Il n'y aura pas de setting Grease. Voilà. Quoique ça serait marrant en fait que les univers soient faire un univers où le truc qui tourne autour de la danse et un petit peu en mode comment dire ça, ambiance comédie musicale, mais que ce soit séquencé. Et c'est peut-être une idée ça. C'est pas ma cam en matière de jeu. Ça me donne envie de tenter un truc. Bref, je m'éloigne. On va retourner directement à Razor in the Apple. Donc, les rôles que vous les connaissez mieux que moi, je veux dire le bully, le nerd, le garçon manqué, tout ça. Voilà. Ensuite, un truc qui est très intéressant et que je pense qu'on devrait mettre comme le Razor in the Apple, c'est un setting qui a été fait pour reprendre les ambiances des films pour enfants des années 80, un peu 90 et un peu début 2000 vers la fin. La place des parents, la mécanique de la place des parents peut être exportée dans d'autres settings de True 20 et je trouve que cette mécanique elle est quand même pas mal. Si les parents sont divorcés, s'ils sont une famille recomposée, ce genre de choses. D'ailleurs, il y a une illustration qui reprend l'apparence de Tommy Lee Jones, l'acteur Tommy Lee Jones, que je trouve très réussi d'ailleurs en matière d'illustration. C'est une ambiance que je ne kiffe pas des masses, mais pourtant les illustrations de Razor in the Apple, je les trouve révélatrices sur ce que tu vas pouvoir faire vivre. Et comme tu peux faire vivre des choses avec un spectre très très large, je vais quand même parler en bien de ce jeu, même si c'est pas ma cam. Voilà, plutôt ce setting. Donc, quoi d'autre? Il y a un système de karma que je trouve très très bien. Hein. En plus, j'avais trouvé une très très bonne formule. Hein. L'innocence et les attentes d'autrui entre antagonisme et construction morale. Et oui, parce que tu as un système de karma, tu fais des choses bien, tu fais des choses mal, tu mords à tes parents, tu essaies de faire appel en fait à la bonne foi des gens. Et puis en fait, tu te rends compte qu'il y a une espèce de spectre qui tourne autour de toi, pas dans le sens maléfique, mais en fait, le joueur a un spectre où tu te dis, il va construire son personnage non pas seulement en fonction de ses performances, ou en fonction de son roleplay, ou en fonction de sa place dans le groupe, mais aussi en fonction de l'histoire, comment il va s'impliquer dans le personnage pour soit donner du volume à l'histoire, soit donner du volume à son personnage,
soit, en fait, on peut parler de flat character arc, ou un personnage qui est vraiment très en relief, où en fait, il peut finir par évoluer au contact des autres, et qui sait, par exemple, dans un truc pour enfants, tu peux très bien aussi créer des alchimies entre différents personnages, et peut-être même créer, si tu fais une campagne, un arc où tu vas voir que deux personnages qui s'apprécient pas ou n'ont pas d'affinité, voire même qui se détestent, au fur et à mesure des aventures, finissent par se rapprocher ou en mieux en savoir sur l'autre, et que le karma permet de canaliser tout ça. Et je trouve ça grandiose. Voilà, Rezo in the Apple, même si c'est pas ma cam, je le trouve extrêmement bien construit aussi. Voilà. Quoi d'autre? Il y a un système de fratrie, mais la fratrie c'est des vies supplémentaires. En gros, ton personnage peut disparaître, il peut même mourir, et ce qui va se passer, c'est que ton frère, ta soeur, ton beau-frère, en gros un membre de ta fratrie, tu peux, au lieu de faire la personne changer totalement de personnage, tu peux faire en sorte que par exemple tu lui bricoles un frère jumeau qui revient avec le stuff et ses stats, ou un petit frère qui sera un niveau en dessous, beaucoup plus faible et avec beaucoup moins de compétences, ou un grand frère qui a plus de compétences, tout ça, mais peut-être à cause de son scepticisme, puisque l'aîné, c'est dans la thématique des films pour enfants, parce que quand même j'en ai vu, l'aîné a le pied entre le scepticisme du début de l'adolescence, et aussi la démystification, l'approche du monde des adultes, mais en quelque part, laisse le bénéfice du doute à l'âme d'enfant qu'il a encore, ou que les autres ont, pour essayer de les guider, de les protéger. Et tout ce que je suis en train de vous raconter là est très très bien intégré dans ce jeu. Voilà. Quoi d'autre? Ah oui, les parents dans l'ombre de la tragédie, de l'infortune, du sort des enfants. Ça, c'est un truc aussi qui est très très bien, c'est-à-dire que peut-être parce que ce soit dans l'histoire ou que ce soit un joueur qui est perdu un personnage et donc qui a perdu un personnage, peut-être que par exemple tu es le frère et que tu sais que ton autre frère, il a déjà disparu ou il est mort, le deuil des parents et aussi leur façon de gérer votre vie, si par exemple vous jouez dans un orphelinat ou ce genre de choses-là, les adultes pourront créer un antagonisme en essayant de vous protéger, ou même de faire appel à votre karma pour vous questionner de ce qui se passe dans vos aventures. Si ils sont là, parce qu'ils ne sont pas là tout le temps, vous vous doutez bien. Et je trouve, encore une fois, cette mécanique suffisamment pertinente. La personne qui a fait ça aime beaucoup les films pour enfants, de cet âge-là, et des âges d'après. Et c'est quelqu'un qui a compris tous les codes, parce que même si tous les films pour enfants ont des structures qui se ressemblent, j'ai pu avoir des gens qui vont dire tous les films pour enfants de cette ère-là se ressemblent, c'est pas vrai. Il y a des codes qui reviennent évidemment, mais c'est quand même quelque chose de suffisamment travaillé et la moindre nuance, la moindre subtilité est captée. D'où le fait qu'on va arriver à ma conclusion bientôt. Voilà, Pilou le chien ou les petits soldats verts, avec le pouvoir de l'imagination, tu pourras avoir par exemple les petits soldats verts en mode, comment ça s'appelle ce film-là, Small Soldier, où en fait les petits soldats verts, ce sont des constructs, donc ce sont en fait un petit peu des robots qui sont alimentés par ton imagination, et tu peux t'en servir comme ligne de défense contre des adversaires faibles, ou encore avoir le fameux animal de compagnie que tu vas pouvoir en fait, qui pourront t'accompagner et essayer de te sauver de tous les périls. Et là, je dois avouer que ça fait mal, mais je suis en train de penser à l'histoire sans fin avec le cheval qui est en train de s'embourber, ça me fait pas du bien. J'ai bien dit que j'aimais pas ces films, il y a des moments qui sont très marquants, tu peux pas dire le contraire.
Que tu n'aimes pas, ce film, il y a des films qui te marquent, il y a des films pour enfants qui te marquent de cette époque-là. C'est compliqué. C'est très compliqué. Bref. Ensuite, des aliens, des mondes imaginaires, des monstres sous le lit, tout y passe, et c'est vrai. Tout y passe. En fait, c'est un setting, j'appelle ça un setting où en fait il y a une de trucs pour enfants années 80, mais le spectre il est tellement large que les parties peuvent ne pas se ressembler. Ou la façon de gérer ce setting, tu en compte, t'as ton mot à dire sur l'univers. Et finalement, au moment où j'arrive sur le dernier point, c'est-à-dire adaptation des œuvres jeunesse des années 90 et même début 2000, il passe aussi. Malheureusement, il passe en règle, on va dire, traitées en un paragraphe chacun. Par exemple, tu pourrais prendre des trucs genre Le Monde de Narnia. Je parle pas de la sortie, je parle de vraiment les sorties vis-à-vis du cinéma. On s'entend. Voilà. Et en plus, j'ai même pas un bon repère sur les dates parce que je me rappelle pas à quelle époque est sorti Narnia ou Harry Potter. Voilà. Quoique je pense que Harry Potter, je pense qu'il faudrait faire un entre-deux, c'est-à-dire qu'il faudrait prendre les codes de l'adepte, mettre le réseau in the Apple. Non, Harry Potter, il n'y a pas. Non, Harry Potter, tu peux le faire tel quel. Hein. Finalement, les pouvoirs, les matières. Non, il n'y a pas de. Non, t'as pas besoin de modifier grand-chose. Voilà. Bref. Et ça va être mon point noir dans Rise in the Apple. Ces deux derniers points-là, c'est-à-dire l'enfant qui va dans un monde imaginaire, peut-être aussi avec ce délire, puisque Blue Rose propose cette alternative-là de manière plus explicite, faire le coup de l'enfant qui tombe dans un monde, dans un univers différent, et que en fait il vient avec quelques années en plus, donc il est plus âgé, et ça le pousse à devenir plus mature plus vite. C'est un truc que je pense que tu peux faire avec Rise in the Apple. Et je pense que ça serait un truc qui serait vraiment pas mal. Mais la partie années 80, des trucs jeunesse années 90, début 2000, j'aurais aimé que ce soit pas juste deux gros paragraphes. J'aurais préféré vraiment qu'ils mettent encore une fois. Je pense que pour ça, ça aurait mérité peut-être 4 pages de plus. Ou 6 grands maximum. Parce que je pense que leur méthodologie permettait d'ajouter ces 6 pages. Donc maintenant, on arrive à la conclusion. Qu'est-ce que je pense des mondes d'aventure ? Vous avez vu, c'est très variable. Mais je vais quand même résumer mon avis sur chacun des univers. Angel of Oblivion. Pas ma cam, je cerne le potentiel. Et même si on dit qu'il y a l'inspiration Lovecraftienne dedans, tu peux complètement passer sous ça. C'est un univers de niche. Mais c'est un univers qui fonctionne très très bien. Et vu le délire que ça a, ça peut faire un très très bon, une très très bonne campagne courte, et voire même une campagne de longue haleine si tu en as envie. Mais le problème avec ce genre de série, c'est que tu te dis mais c'est quand le moment où tu arrêtes ? Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Ensuite, le deuxième univers. Alors celui-là, c'est peut-être celui qui est le plus pauvre. Mais encore une fois, je pense que cet univers-là, il a besoin de beaucoup d'amour pour fonctionner. Sans déconner, il a vraiment besoin de beaucoup d'amour. Mais il a ce petit côté qui fait aussi que je le protégerai quand même un petit peu. Il a ce petit côté, je t'ai donné des infos. Il y a beaucoup de choses qui pour moi, bon, tu te dis, c'est le plot. C'est le plot et l'intérêt de ce setting, le point singulier de son ADN qui est important. Donc du coup, il y a un petit côté, on te donne les fondations. Bon, les fondations, elles sont pas folles, pour la plupart. Et puis après, il te regarde et puis il te dit démerde-toi. Et tu me dis démerde-toi en JDR quand tu me présentes un truc qui laisse énormément d'espace où je peux construire. Ah ben vas-y que je te construis des trucs, hein. C'est ce que j'aime avec le W système de luxe. Donc oui, pourquoi pas. Demande beaucoup d'amour, mais je le défendrai. Le troisième, Land of the Kree. Très japonisant, mais très rafraîchissant aussi. Je me suis un peu foutu de la gueule de l'univers, mais c'est normal, c'est parce que je suis quelqu'un qui regarde
regarde beaucoup de choses issues de certaines pop cultures spécifiques. Et de ce fait, quand je vois l'excès de volonté, en fait c'est toujours le petit côté, la personne qui veut trop verser ses centres d'intérêt un peu partout, c'est cette peur-là qui ferait chier en fait. Mais en vrai, on ne tombe pas sur des fanatiques, on tombe sur des gens qui sont fans de la culture d'Extrême-Orient, et qui en plus de ça, des gens qui ont décidé de mettre leur connaissance sur les systèmes des vins au placard, et aussi tous les tropes, tous les gimmicks, tous les je ne sais quoi, toute cette volonté de vouloir reproduire les mêmes univers, les mêmes intentions, les mêmes choses. Quelqu'un qui a décidé finalement, comme dirait peut-être Maître Yoda, c'est-à-dire que ce que tu prétends connaître de l'univers, tu le fous là, tu vides son contenu et considère que tu es une page blanche et tu commences de zéro, cet univers serait génial. Après, je pense que des gens qui sont dans cette culture japonaise omniprésente, cette critique que je ferais là, ça serait sur mon plaisir à moi. C'est ça qui veut dire que si c'est une table composée uniquement de gens comme ça, je pense qu'ils vont kiffer. Voilà. Et je le précise encore une fois, ça n'a rien à voir avec la légende des 5 anneaux, c'est une expérience tout à fait différente. Donc ça vaut le coup de le tester. Ensuite, Nevermore. Nevermore, ça va être le plus... Pour moi, Nevermore, c'est pas le plus mauvais, mais Nevermore, c'est celui qui ne te dit pas démerde-toi. Il te dit, tiens ça. Au fait, tu as 8 heures pour pouvoir comprendre tout ce que tu vas faire là, et tu as moins de temps que ça pour présenter à tes joueurs un univers où les descriptions vont changer. Et c'est très compliqué dans la posture créative des joueurs, c'est difficile de leur faire changer leur mentalité, que ce soit au niveau des règles qu'ils préfèrent, des univers à explorer, ou encore de leur façon d'explorer le monde. Moi j'ai essayé avec certains de mes joueurs, le fait d'ouvrir leurs horizons. Il y a des fois ça a fonctionné, mais ça a fonctionné le temps de mouvement. Et il y en a qui ont compris cette posture et qui ont surfé dessus avec une facilité déconcertante. Donc voilà tout ce que j'ai à dire là-dessus. Si je dois conclure cette chose, c'est-à-dire je dois conclure cette vidéo, c'est vrai que j'ai oublié Razor in the Apple. Bon, vous avez compris, c'est pas ma cam, mais le travail fourni de manière empirique, selon moi, est irréprochable. Il y a peut-être des erreurs que je n'ai pas vues, mais j'ai l'impression qu'il est irréprochable. Les gens savaient de quoi ils parlaient, les gens savaient ce qu'il fallait explorer avec ça, comment ils pouvaient l'explorer, et il a cette espèce de tour de force assez intéressant que je ne vois pas dans certains JDR, malgré le fait que j'en ai beaucoup. Il a ce tour de force de dire le setting, on veut cette ambiance-là, l'ambiance film pour enfants des années 80, mais il y a tellement de registres. Il te dit universellement le setting Razor in the Apple, il les fait tout. Il les fait toutes. Et quand tu regardes, tu dis il les fait toutes. Voilà. Il y a le petit point noir des films des années 90, début 2000, où c'est vite résumé, un petit peu à la va-vite. Et peut-être que s'ils avaient sorti le film des années, le livre, s'ils avaient sorti le livre des années plus tard, et ils auraient rajouté, par exemple, les trucs qui sont plutôt pour ados, mais que les enfants aiment bien, du genre Maze Runner, le labyrinthe, ou bien encore comment ça s'appelle ce truc là, Hunger Games, bah ça serait possible. Voilà. Comme mes 5 univers, c'est vrai que quitte à en parler, des 5 univers, lequel j'ai le plus aimé, je crois que c'est là où j'ai un énorme problème avec ce livre. Je reconnais les forces et les faiblesses de chaque setting, mais il n'y en a pas un que je préfère en particulier. Parce que il y a un mais en quelque
Le seul que je dirais que je pense que finalement celui que je choisirais si je devais en prendre un des 5, ça serait Bloodthrone, malgré que ce soit un des plus critiquables. Parce que j'aime bien le côté où on me dit, on t'a donné suffisamment d'informations, maintenant démerde-toi, et qu'il y a suffisamment d'espace vide pour le combler avec mon imagination. Voilà. Et en plus, je sais que je suis corrompu à ce genre d'exercice parce que moi, j'ai fait vivre l'univers de la série des jeux vidéo qui s'appelle Warlords et Warlords Battlecry. Warlords, l'univers des Warlords, c'est un univers qui est assez... En fait, qui reprend beaucoup de principes de fantasy que l'on connaît très très bien. Mais quand tu t'attardes sur chaque détail, chaque truc qui a l'air banal, quand tu ne connais rien à la fantasy ou que tu connais rien à certains objets que tu as en face de toi, ou même des magies, de la thématique derrière les magies, quand tu regardes dans l'entrelacement de l'univers de Warlord, dans ce qu'il a en fait, dans ce qu'il a en territoire connu que vous connaissez bien, les subtilités originaux deviennent géniaux, tout simplement. C'est pour ça que j'aime bien World of Battlecry. Et c'est pour ça que World of Battlecry 3, c'est ma bible en matière de game design. Mais bon, ceci, ça serait une autre histoire. Bien, je vous ai fait suffisamment de vidéos pour que vous puissiez vous amuser et aussi à pouvoir observer certaines choses. On va poursuivre avec la gamme de True 20 encore un moment. J'ai encore des choses à dire. Et il y a encore pas mal de choses à explorer. Mais j'essaierai de finir la présentation des éléments de la gamme de True 20 le plus tôt possible. Donc je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.